Ce sont des attaques généralisées qui se font passer pour progressistes en traitant les gens qui défendent des systèmes de protection comme des réactionnaires. Que la difficulté est que ça touche toutes sortes de catégories sociales, mais pas en même temps. Donc, qu'on faire les manifestations, alors c'était pour les postes l'année dernière, les universités, maintenant c'est le CPE. Bon, donc tout le monde est attaqué, mais attaqué différemment et pas au même moment. Et c'est encore plus compliqué au niveau européen, parce que vous avez exactement les mêmes politiques, évidemment, dans les autres pays, mais sur des systèmes qui sont différents. Par exemple, pour les jeunes, bon, il y a eu quand même un an enfin pour les chômeurs plutôt, il y a eu quand même un an de manifestations extrêmement vigoureuses en Allemagne qui n'ont pas empêché la mise en place du système qui s'appelle Hartz IV, du nom de l'ancien ministre de l'économie qui avait remplacé quand Oscar Lafontaine, donc s'est fait virer par Schröder. Ils ont mis le responsable des ressources humaines de Volkswagen, ministre de l'économie, et c'est lui qui a fait le plan de réforme du chômage. Et donc, bon là, vous avez peut-être entendu parler, le truc le plus symbolique, c'est les emplois à 1 euro. C'est-à-dire que si vous voulez garder vos allocations chômage, vous devez prester, si on vous le propose, 30 heures de travail par semaine. Et la rémunération vient s'ajouter aux allocations chômage, sauf que c'est 1 euro de l'heure. Et ça, c'est passé en Allemagne. Passé. Et donc, il y a quand même des gens qui prennent des décisions, je crois, sans mandat. Et bon, là, je ne suis pas rentré très dedans, mais c'est à vous aussi de faire ce travail. Je pense que vous pouvez trouver tout ça sur Internet pour vous faire une idée, tous ces documents-là, voir quelle est la philosophie qui est derrière. C'est beaucoup plus efficace que si c'est moi qui vous le dis. Et voir qu'on ne peut pas laisser... enfin, qu'ils ont vraiment un agenda comme ça, quoi. Un agenda de destruction de l'État social, quoi. Je trouve qu'on nous fait croire qu'à cause de la mondialisation, on est obligé de s'inscrire dans un libéralisme à tout craint, alors que justement, grâce à l'Union européenne, on pourrait mettre en place au niveau européen des politiques sociales efficaces. Seulement, personne ne veut le faire. On n'a pas de budget européen, 1% du budget de chaque État, c'est ridicule, on ne peut rien faire. La PAC, c'est un budget considérable, donc ça bouffe vraiment la plus grande partie du budget de l'Europe. Et on sait très bien que mettre en place des politiques de relance keynésienne ou des politiques sociales au niveau national, dans un contexte de mondialisation, c'est inefficace. C'est le pays qui paye pour tous les autres pays et qui relance dans les autres pays. Donc personne n'est assez fou pour faire ça. Donc en fait, moi je trouve que les hommes politiques qui se disent fervents défenseurs de l'Europe font strictement rien pour l'Europe, quoi. Et c'est ceux-là même qui défendent l'idée de l'Europe qui anéantissent complètement les effets bénéfiques qu'elle pourrait... Oui, si on regarde ce que c'est aujourd'hui la Commission européenne, c'est une super agence, c'est une super chambre de commerce, quoi, et qui a la possibilité de faire des lois. Mais effectivement, et même dans le processus politique, il n'y a pas, vu que c'est un système profondément antidémocratique où il n'y a pas des majorités qui se dégagent et qui vont choisir un exécutif, tout ça est mélangé. Et il ne peut pas y avoir, une force politique qui proposerait une autre Europe, disons, hein, dans le sens que vous dites. C'est même pas possible, quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui voulait verrouiller en plus avec le traité constitutionnel européen, parce que c'était même, ça devenait inconstitutionnel de faire les politiques dont vous parlez, quoi. Et bon, le problème fondamentalement il est là, personne ne les a vus, et tous ces textes ils sont compliqués, ils ne sont pas vraiment cachés, mais bon, il faut quand même les chercher. Ils ne sont pas très compréhensibles. Par exemple, je suis sûr que la stratégie européenne pour l'emploi, vous n'en avez presque jamais entendu parler. Bon, c'est un truc qui a 5 ans, et effectivement les politiques, les types de contrats qui arrivent maintenant, ils sont en application de ces engagements qui ont été pris il y a 6 ans maintenant, quoi. Et bon, en plus, les politiciens poussent parfois à la duplicité, comme sur la réforme des retraites, à critiquer la réforme des retraites quand c'est la droite qui l'a fait, alors que repousser l'âge de la retraite à 65 ans, ça a été signé dans les accords de Lisbonne par Jospin et Chirac, quoi, donc ils le savaient. Pareil, la privatisation du gaz et de l'électricité, ils ont signé. Bon. Après, ils disent c'est l'Europe, mais ils ont signé, quoi. L'exemple le plus invraisemblable, le plus surréaliste dont j'ai entendu parler, c'est les offres de dérégularisation à l'OMC.
Donc il y a un mandataire unique pour tous les États membres, qui était Pascal Lamy, maintenant qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau, la forme, bon, bref. Et donc il s'agissait de proposer des services à la libéralisation, à l'OMC. Et c'était secret. Chercher la rentabilité du service. Oui, mais alors on ne savait pas ce que proposait le commissaire, quoi. On ne savait pas, et donc il y a les députés européens qui ont dit bon, on veut savoir la liste avant. Et alors le protocole, parce que c'est couvert par secret commercial en fait, le protocole ça a été que 2 députés ont eu le droit de consulter la liste. Alors la liste, c'est un document comme ça, dans une pièce tout seul, sans le droit de prendre de notes pendant 1 heure. C'est comme ça qu'on traite les députés, quoi. Et la plupart des choses importantes deviennent publiques seulement quand elles sont mises en place. On a même un organe, le Conseil, donc, qui réunit les chefs des exécutifs et qui est en fait l'organe législatif de l'Union européenne, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc c'est lui qui vote les lois et ces débats ne sont pas publics. Donc on n'a pas accès à de quoi ont-ils parlé, pourquoi est-ce qu'ils ont voté ça, de quoi ils ont discuté comme une assemblée normale. Bon, au moins on a le compte-rendu des délibérations, là on les a même pas, quoi. Et la plupart du temps, ceux qui signent, les ministres, c'est des documents comme quoi... Enfin, il y a une ligne qui réfère à 15 documents qui ont été préparés par des services techniques et qui sont référencés, quoi. Donc ça, même un certain nombre ne savent pas ce qu'ils signent. Parce que ça a été préparé dans des commissions techniques. Voilà. Et la liste des services proposés à la libéralisation dans différents pays, elle a été établie de façon très très simple. Elle a été établie par les principaux industriels de ce secteur, qui se sont constitués en lobby, donc le lobby européen des services, à la demande de la Commission européenne, pour dire, oui, pour faire ce boulot, ce serait bien que vous vous mettiez tous ensemble pour nous faire la liste, quoi. Et il y a plein de trucs qui sont passés comme ça depuis la présidence Delors, quoi. Qui est la grande rupture de l'alliance, où c'est Delors qui fait l'alliance avec le patronat en motivant la création d'un gros lobby qui s'appelle la table ronde des industriels européens, qui réunit les 30 principaux patrons, enfin des principales multinationales européennes, qui elles-mêmes ont fait avancer un agenda. Ils sont devenus de plus en plus grosses parce qu'elles ont obtenu les réformes qu'elles souhaitaient, quoi. Et bon, c'est très facile enfin c'est expliqué dans ce bouquin, c'est très facile puisque vous avez les rapports, les propositions de ce lobby, et après vous avez les décisions qui sont prises. Et vous voyez que parfois il y a c'est exactement la même chose, quoi. Ouais. Et en termes de protection sociale, quels sont les objectifs de Lisbonne ? C'est réforme de la sécurité sociale pour limiter les coûts, réforme des retraites, réforme des hôpitaux, mais vu essentiellement à partir de la réduction des déficits budgétaires, de l'encadrement des déficits budgétaires. Il n'y a que pour les dépenses d'assurance chômage, qui en principe ne pèsent pas sur les budgets des États, il est dit explicitement que le chômage, l'assurance chômage doit devenir un incitatif au travail, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des sanctions, que les allocations doivent pas durer trop longtemps, etc., etc. Ça c'est dit explicitement comme instrument de discipline. Et il y a la privatisation des ANPE aussi, qui est prévue. Donc, il faut confier le service de l'emploi à des firmes privées, donc qu'on paiera très cher, et à chaque fois qu'elles auront réussi à placer un chômeur, y compris de façon coercitive évidemment, toucheront une prime, quoi. Ouais, c'est eux qui... Ouais. Bon, il y a des emplois à prendre là-dedans. On fait un truc qui va créer des emplois, ça c'est... Disons, les emplois de contrôle social, ça va exploser. Alors, ils ont... cette année, c'était le mi-terme entre l'année 2000 et 2010, donc ils faisaient la révision des objectifs de Lisbonne. Et là, ils ont intégré les jeunes dans les objectifs. Donc il y a plein de trucs pour les jeunes. Donc ils ne sont pas très très clairs, hein, parce que, par exemple, il y a un pacte européen pour la jeunesse, que j'imagine vous n'avez pas signé, où on nous dit, par exemple, que les jeunes ont un rôle significatif à jouer dans le développement durable,
et dans la réalisation des objectifs de Lisbonne relatifs à la stimulation de l'emploi et à la croissance et au développement durable. Voilà, toujours lié. Les jeunes ont un rôle significatif à jouer dans le développement durable et dans la réalisation des objectifs de Lisbonne relatifs à la stimulation de l'emploi et de la croissance et au développement durable. J'espère que ça vous excite un petit peu comme objectif. Et ça, c'est le résultat d'un livre blanc. Et là, je reviens un peu à l'iconographie, au fantasme de la jeunesse par les technocrates. Ça, c'est une illustration officielle qu'on trouve sur le site de l'Union européenne pour illustrer le livre blanc sur la jeunesse. Voilà les jeunes. Ouais. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de la médiathèque de l'Union européenne, il y a plein d'images comme ça. Le rayon jeune est assez bien pourvu, pour une raison assez simple, c'est que depuis une vingtaine d'années, les politiques de communication de l'Union européenne qui sont faites par des boîtes de marketing ont ciblé les enfants et les jeunes. Parce que l'Union européenne croit beaucoup dans les jeunes, elle pense qu'il faut les prendre très tôt pour compenser son déficit de communication et d'adhésion à son grand projet de société là, que je viens de décrire. Donc il faut y compris enseigner tout ça à l'école. Et dans les objectifs de Lisbonne, vous avez des cours d'esprit d'entreprise. Hein, donc par exemple, aux Pays-Bas et en Belgique, il y a une bande dessinée payée par une boîte privée et l'Union européenne qui circule dans les écoles primaires, qui est Boule et Bill créent leur entreprise, par exemple. Et vous avez plein de trucs comme ça. Voilà. Bon, je reviens un petit peu sur les objectifs d'emploi chiffrés. Parce que là, j'ai parlé des jeunes, et je sais que bon, dans ce mouvement, enfin pour ce que j'en ai entendu, il est beaucoup insisté sur l'aspect intergénérationnel du mouvement. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu des vieux, parce que les dernières réformes qu'on a eues en Belgique, c'est les réformes des pensions, et donc là c'était aussi les objectifs de Lisbonne, mais objectifs vieux. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a aussi des politiques pour les jeunes, évidemment, qu'elles ont été présentées l'année dernière, et que pour que les choses soient bien claires, le ministre de l'Emploi a choisi un endroit particulièrement symbolique pour faire sa conférence de presse. Il s'agissait d'un restaurant Quick. Voilà, alors en Belgique, on nous dit carrément que on va avoir un très faible taux d'emploi à cause du vieillissement de la population à partir de 2010. Et on nous dit que c'est des chiffres un peu bizarres parce qu'ils sont pas, ça paraît pas un gros déficit. En 2030, la Belgique comptera seulement 6,6 millions d'habitants de 15 à 64 ans contre 6,8 millions actuellement. Et par contre, la population totale, elle augmentera de 10,3 millions aujourd'hui à 10,9 millions. Ils ont conclu que la sécurité sociale et les retraites vont exploser. Et donc, il faut faire travailler les vieux. Il faut les mettre au vieillissement actif. Alors, quels sont les obstacles au vieillissement actif ? Les causes de ce faible taux d'activité sont connues. C'est l'attrait pour les différents systèmes de retraite anticipée qui sautent aux yeux. Et alors, il cite ces différents systèmes. Et là, vous voyez déjà où ils veulent en venir. Donc, il y a le vieux salaud qui bricole dans son garage, qui est un saboteur de l'économie européenne. Vu le succès de ces systèmes, le travailleur belge en vient à considérer qu'en moyenne, un âge de retraite de 57 à 58 ans est normal, alors que l'âge moyen d'entrée sur le marché des jeunes a progressé au fil des ans. Ce dernier exemple, je l'ai pris dans la brochure que fait la Belgique tous les ans, donc qui est basée sur son rapport qu'elle doit rendre à l'Union européenne pour dire où elle en est dans les objectifs de Lisbonne. Et donc, là aussi, il y a des illustrations. Donc, sur le chapitre emploi, par exemple, l'illustration, c'est ça. Donc, c'est un jeune gars avec un aspirateur, quoi. Bon. Moi, j'aime bien toutes les brochures parce qu'il y a un inconscient des graphistes qui est formidable, quoi. C'est en général moins clair dans les trucs, mais les dessins, par contre, sont extrêmement parlants. Oui. Est-ce que l'objectif, un des objectifs de Lisbonne, c'est, d'une façon implicite ou explicite, de créer des emplois très peu qualifiés, comme aux États-Unis, pour faire remonter le taux d'activité Oui, c'est tout à fait ça, mais enfin, ils disent pas très peu qualifiés, ils disent que ça doit être des bons emplois, mais en même temps, toute l'insistance est sur
le fait qu'on doit pouvoir virer les gens très facilement, qu'on doit abaisser la protection sociale, et que les gens doivent se recycler en permanence. Donc en fait, c'est importer le modèle anglo-saxon en Europe. C'est la justification. La justification, c'est... maintenant on est en concurrence avec l'Asie et les États-Unis, et donc ils regardent les taux de productivité aux États-Unis, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, et ils disent, bon, on est en retard de 0,5% ou 1%, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on réforme le marché de l'emploi pour que... oui, mais ce qu'il y a derrière aussi, c'est pour attirer les capitaux. Parce qu'il faut aussi investir dans la recherche-développement pour tout ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait un fort taux de rémunération des capitaux, et y compris donc le facteur travail soit faible aussi. C'est-à-dire que si on place ces capitaux, on va avoir... on est aussi autant d'argent que dans un pays où il y a beaucoup moins de charges sociales, quoi. Et donc, et l'idée derrière ça, alors, c'est qu'on aura plus de prospérité, plus de protection sociale, si on fait tout pour que les entreprises s'enrichissent le plus. Et notamment qu'on leur enlève tout un corset réglementaire et qu'on arrête de leur faire payer des charges sociales. Parce qu'après, ce sera des entreprises citoyennes qui, évidemment, vont faire augmenter les salaires, vont payer la protection sociale et surtout vont devenir écologistes. Parce qu'elles vont investir dans les technologies propres.